Sud Radio, Bonsoir les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix citoyennes. Aurélie Gros, Stéphane Pellet. Ouais, c'est bien comme ça. Vous allez bien tous les deux ? Très très bien, merci. Vous avez une actualité conséquente. On rappelle, Aurélie, vous êtes cofondatrice du G500, cette fameuse ONG qui rassemble maintenant près de 2600 associations. Grosse actualité, je le disais. Grosse actualité, on se prépare pour le 12, 13, 14 juin à Lille 2025. On y est pour déjà. Le sommet citoyen, mais avant ça, nous avons les réunions d'étape, dont la première est la réunion sur la première préoccupation des Français, qui se déroule le samedi 9 novembre à Lille. Eh oui, alors donc, justement. D'où le sujet. Eh oui, ingérable, insoutenable, impensable, ce sont les mots employés par les syndicats CGT, CNI et FO pour qualifier le budget de la sécurité sociale pour 2025. Le 24 octobre, le gouvernement a présenté un budget 2025 très contraint qui vise à contenir le déficit de la sécurité sociale à 16 milliards d'euros. Évidemment, ça crée des fractures à certains niveaux. Pour en parler, on va accueillir vos invités. Aurélie Gros, nous avons déjà, je vous laisse les présenter, mais Anne Vernet déjà. Nous aurons Arnaud Chiche, président du collectif Santé en danger et anesthésiste réanimateur à Hénin-Beaumont. Lauriane Vermoer, membre de la coordination nationale des infirmières libérales en colère, et le docteur Anne Vernet, présidente du syndicat national des praticiens hospitaliers, anesthésistes réanimateurs. Bon, alors il y a plein de questions qui se posent. 12% de la population n'a pas de mutuelle. C'est la crise totale, Aurélie ? Je pense que le système est effectivement en crise depuis un certain temps. Je pense que ça ne date pas d'hier et je pense que nos invités vont le confirmer ce soir, et qu'il est grand temps que les citoyens se mobilisent, que les professionnels de santé expliquent aussi ce qu'ils voient sur le terrain, puissent nous faire part de leurs inquiétudes et proposent également des solutions. C'est en tout cas tout l'enjeu qui se déroule autour de cette réunion, qui est organisée autour du collectif Santé en danger et du célèbre Arnaud Chiche, qu'on connaît bien sur Sud Radio. Est-ce qu'il est avec nous? Parce que je ne l'ai pas encore entendu. Normalement, il est avec nous. Il est avec nous. Arnaud Chiche, vous êtes là. Bonsoir. Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bon, justement, on va commencer par vous, parce que vous avez le don pour lancer un petit peu la tonalité générale. Le projet de loi, là, il est jugé de plus en plus inégalitaire. On est d'accord? Je comprends pas votre question. On parle de la loi qui est en préparation. Non, parce que il faut peut-être qu'on reprécise toute l'opération que nous sommes en train de monter, et notamment avec aussi Sud Radio dans cette étape régionale à Lille, et avec les auditeurs. Mais on aussi est sur Lille, Arnaud, mais avec, ça vous avec savez, de nombreuses associations, avec beaucoup de monde professionnel, dont certains sont invités ce soir. C'est en effet une loi fabriquée par les professionnels et les soignants. Mais on va y revenir. Mais la question, cher Arnaud Chiche, bonsoir. C'est Stéphane Pellet qui est avec vous, vous avez vu. La question, c'est qu'en effet, le gouvernement lui-même est en train de préparer quelque chose au travers du PLFSS, vous le savez bien, donc ce fameux projet de loi de financement de la sécurité sociale, et que je crois que c'est un des pires qu'on ait pu préparer. C'est en tous les cas comme ça que l'interprètent la plupart des médecins. Il y a le célèbre docteur, par exemple, Marty, qui, sur les réseaux sociaux, ne décolère pas depuis des jours. Et c'est donc à Arnaud Chiche de répondre. Bien sûr. Oui. Alors effectivement, si vous entendez par inégalitaire le fait qu'il ne réponde, qu'il soit probablement pas dimensionné pour répondre à toutes les attentes, la réponse est oui. Disons que le système de santé, effectivement, on a le sentiment que l'accès aux soins en France est de plus en plus difficile, et qu'il aurait fallu que le PLFSS de cette année soit un exemple de démonstration que la classe politique entend et cerne les problèmes. Or, en fait, quand on regarde en détail, effectivement, il n'y a pas d'augmentation de moyens pour le système de santé, et on est très inquiet parce que la situation ne fait que se dégrader sur le terrain. Donc on aurait aimé sentir quelque chose de beaucoup plus puissant comme projet, mais ce n'est pas du tout le cas. Alors, on a donc cette réunion dont nous a parlé Aurélie Gros, qui va se passer à Lille. L'ensemble des acteurs de la santé seront présents. Quelles sont les solutions issues du terrain, finalement, qui vont être présentées? On sollicite peut-être nos invités, Aurélie. Mais totalement. Je pense qu'on peut entendre aussi Anne Vernet et Anne Vernet, c'est à vous. Lauriane, c'est à vous, Anne Vernet. qui sont aussi en visio avec nous.
Oui, bonsoir. Merci de votre invitation. Oui, effectivement, enfin, je reprends ce qu'a dit Arnaud Chiche. Le PLFSS, le projet de loi de financement de la sécurité sociale, donc on nous présente chaque année. Cette année, il est particulièrement inquiétant parce qu'il est creux. On assiste à une valse des ministres depuis. On aura eu 8 ou 9 ministres en 7 ans. Hein, c'est inédit. Et donc, on n'a pas de. Il est creux, il n'y a rien. Il n'y a rien, il n'y a pas d'ajustement sur les rémunérations, il n'y a pas d'ajustement sur les organisations, il n'y a pas de proposition. Et la seule proposition qu'on a, c'est de nous donner encore moins d'argent. Alors moi, ça fait 25 ans maintenant que je travaille. Ça fait 25 ans que j'entends qu'on n'a pas d'argent. Ça fait 25 ans qu'on dit que ça va mal se finir. Et on ne joue pas les Cassandres. Ça se finit pas bien. Et on voit bien qu'effectivement, le système, il est en crise et qu'il faut le dire. Parce qu'à un moment, on n'osait pas le dire. Mais maintenant, je pense qu'on ose le dire. C'est qu'il y a des gens qui meurent par défaut d'accès aux soins, par défaut de prise en charge en temps utile. Voilà. Alors la situation est cataclysmique. C'est bien l'objet du G500, justement, d'attirer l'attention à ce moment-là. Mais est-ce qu'il y a quand même, alors Anne Vernet, je vous ai peut-être coupé, mais est-ce qu'il y a quand même des raisons de se dire que des évolutions vont être apportées? Alors oui, alors, la première bonne nouvelle que je vais vous donner, c'est que les gens qui font des professions de santé, ils adorent leur métier. Et qu'ils ont envie que ça aille bien. Et que donc, on n'est pas en train de se dire c'est un métier qui n'intéresse personne et qui est un métier, entre guillemets, ingrat. Donc, les gens, ils ont envie. Quand il y a eu le Covid, les gens, ils se sont bougés, ils ont réinventé l'hôpital et ça a fonctionné. Et ils ont envie et on a plein de propositions. La première chose, c'est qu'il faut, et je pense que c'est vraiment le projet qui est mené par les intervenants qui sont là, c'est d'avoir une loi de programmation santé. C'est-à-dire que là, on ne sait pas où on va. Ça fait des années qu'on ne sait pas où on va. On ne sait pas ce qu'on va faire du système de santé. On ne sait pas ce qu'on veut faire de la médecine de ville. On ne sait pas ce qu'on veut faire de l'hôpital public. On ne sait pas ce qu'on veut faire dans les cliniques, des Donc EHPAD. ça, c'est typiquement une impulsion politique qui n'est pas donnée, vous nous le confirmez. Exactement. Voilà. Exactement. Et à partir de ce moment-là, on fait que du colmatage. Donc, il faut vraiment qu'on ait une réflexion sur le fond. Le Ségur n'a pas réussi à le faire, mais il faut vraiment qu'on ait une réflexion sur le fond pour savoir où on va. Et puis, quand on nous dira où on va, les professionnels, ils vont proposer des solutions qui seront adaptées à ça. Donc, on en est à proposer chacun des solutions de notre côté. Le mérite de Santé en danger, c'est d'arriver justement à essayer de faire une synthèse de ces propositions et ça reste difficile. Mais est-ce qu'il faut de l'argent? Oui, il faut de l'argent, forcément. Il faut réinvestir dans la santé parce qu'à force de désinvestir dans la santé, on arrive à la situation que les gens ne viennent plus travailler et se sentent déconsidérés. Ça, tout le monde est d'accord. Reste encore à bien utiliser l'argent. Aurélie Gros du G500. Je confirme qu'en France, comme le dit Anne, les métiers de la santé et du soin arrivent en deuxième position des appétences des jeunes dans les questions de métier. Donc c'est important, mais à un moment, ils se désintéressent. Donc c'est important de relancer en fin de compte cette attirance pour ces métiers, parce que c'est vrai quand on voit des professionnels dont les infirmières libérales, alors je ne veux pas dire en colère, mais bon, le problème c'est qu'elles le sont. C'est comment aussi réconcilier, parce qu'à côté de l'hôpital, il y a aussi le libéral, il y a aussi le maintien à domicile qui est un grand enjeu de société. Donc Lauriane, bonsoir. Bonsoir. C'est vrai qu'on ne vous a pas encore entendu. Vous avez été patiente, Lauriane Vermoer. Ouais, allez-y. C'est ça. Moi, je rejoins le constat que font Arnaud et Anne. Et nous, les infirmières libérales, on est vraiment aujourd'hui en grande souffrance. Et du coup, ça se manifeste aussi par une grande colère. Parce que il faut savoir que nous, ça fait 15 ans que nos tarifs n'ont pas été revalorisés. 15 ans, c'est énorme. Quand on connaît aujourd'hui l'inflation, on a fait des études avec le collectif où ils estiment que d'ici à 5 ans, 58% des cabinets infirmiers libéraux vont fermer. Parce qu'aujourd'hui, on ne survit plus. La balance entre nos charges et nos honoraires est complètement déséquilibrée et beaucoup de cabinets commencent à être en faillite, alors qu'on est le dernier rempart aujourd'hui au domicile des patients. On a de moins en moins de médecins qui se déplacent, on a de moins en moins de kinés. Les seuls qui vont encore au domicile apporter du soin aux gens les plus isolés et les plus dépendants, c'est les infirmiers libéraux. Et après les déserts médicaux, ce qu'on risque de voir apparaître et ce qui est déjà en train de se produire, c'est les déserts paramédicaux. Et là, ça va vraiment être une catastrophe parce que, mine de rien, les gens qui ne peuvent pas plus se rendre chez le médecin, nous, on est quand même les yeux et les petites mains et on rapporte et on a les moyens d'alerter les urgences, d'appeler les médecins traitants qui ne peuvent plus se déplacer et on temporise énormément de choses. Bon, et aujourd'hui... allez-y, oui, aujourd'hui, oui.
Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, nous, déjà, on s'en sort plus. Derrière, on a du mal à avoir une réponse. Donc, les gens sont de plus en plus isolés. Et rien n'est fait en amont aussi pour les amener aux soins. Comme ils ne voient plus de médecins, il n'y a plus aucune prévention qui est faite, ou très peu. Et du coup, nous, on récupère des gens dans des états où l'état est déjà complexe, en fait, et difficilement, des fois, rattrapable. Bon, là, c'est le constat que vous venez de nous faire, vous soyez médecin, infirmier, urgentiste. Stéphane Pelé, juste avant d'aborder la deuxième partie de notre émission, un constat. Justement, on va partir avec les questions de formation, de fidélisation, d'attractivité, etc. Et d'ailleurs, Arnaud Chiche, on lui repassera la parole parce qu'il va nous dire quelle est la méthode employée pour fidéliser aussi les professionnels autour de son collectif et puis de notre démarche globale de G500 et donc d'étapes. On va écrire, on a déjà beaucoup travaillé, on va continuer à cette loi qui va justement aborder tous ces problèmes, comme disait Anne Vernet tout à l'heure, une loi véritablement d'orientation et de programmation. Mais avant qu'on fasse une petite coupure juste on y est là, ça y est, en tête des choses. En effet, Lauriane, je crois que c'est ça, disait depuis 2009 aucune donc revalorisation de tous les tarifs dans le secteur libéral pour ce qui est des infirmières. Autre chose, 7 millions de Français sont sans médecins de ville, donc médecins référents pour eux. Et je pourrais continuer comme ça longtemps avec les chiffres clés. Donc Voilà, désormais, et puis dernière chose peut-être, la préoccupation numéro 1 des Français, et y compris en termes de services publics, c'est la santé. Alors ça, c'est un sondage Sud Radio. Donc voilà, on va pas laisser les choses comme ça, il va falloir qu'on se mette tous au boulot, et c'est ce qu'on fait en ce moment. Aurélie Gros, Stéphane Pelé, les vraies voix citoyennes. Comme chaque lundi, nos invités ce soir, Anne Vernet, Arnaud Chiche, Lauriane Vermoer, qui représentent les grandes familles de ceux qui nous veulent du bien et ceux qui nous permettent de vivre. Voilà, ce sont les médicaux qui sont là, et on y revient surtout dans un instant. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix citoyennes. Aurélie Gros, Stéphane Pelé. Alors ça, c'est une belle initiative, mais nous en avons l'habitude avec le G500, représenté ici par Aurélie Gros et Stéphane Pelé. La question de la santé. Eh bien, puisque nos politiques n'arrivent pas à se mettre d'accord, à proposer quelque chose de concret, eh bien le G500 organise à Lille et plusieurs réunions avec les professionnels de la santé pour réfléchir et proposer concrètement. Nous en parlons avec le docteur Arnaud Chiche, président du collectif Santé en danger et anesthésiste réanimateur à Hénin-Beaumont. Lauriane Vermoer est là, membre de la coordination nationale des infirmières libérales en colère. Et puis le docteur Anne Vernet, présidente du syndicat national des praticiens hospitaliers anesthésistes réanimateurs. 3 représentants de cette grande famille présents. Arnaud Chiche, vous êtes avec nous. Peut-être avant de vous donner la parole, Stéphane Pelé, il y a 3 grands thème. Ah mais je le tiens de tous ces bons professionnels qui sont avec nous ce soir et puis toutes les centaines d'autres qui vont se réunir dans nos différentes étapes de travail d'ici juin où on aura vraiment complètement mis au point cette loi d'orientation et de programmation. Il y a en effet 3 fondamentaux. Il faut former beaucoup plus, mais ça je pense que nos amis soignants vont le dire ce soir. Il faut ensuite fidéliser avec des conditions de vie, de travail bien meilleures, sinon à un moment on s'en va, on peut pas tenir. Et puis troisièmement, il faut continuer à attirer les meilleurs. Donc il faut une méthode pour une plus grande attractivité de ces métiers. Formation, fidélisation, attractivité. On s'intéresse d'abord à la formation. Il y a une carence importante dans le domaine, Arnaud Chiche ? Ben oui, en fait, la crise actuelle du système de santé, c'est aussi une crise démographique, en fait. On manque d'infirmières, on manque d'aides-soignants, on manque de médecins. Et ça, les politiques, on en parle depuis longtemps, mais il n'y a jamais de solution en face. Donc, ce serait mentir aux Français de dire qu'on peut améliorer l'accès aux soins sans former plus de monde. Donc, il faut que cette loi de programmation santé, dont vous l'aurez compris, qui va balayer plein de sujets, il faut absolument qu'elle laisse la place à des sujets de formation. Comment on peut fidéliser des étudiants dans les études d'infirmiers sans qu'ils les abandonnent ? Comment on peut éviter que des étudiants en médecine recalés au concours de médecine trop sélectifs qui vont après fuir à l'étranger restent en France ? Il y a un gros chantier formation. Peut-être Anne Vernet, médecin,
tout le monde a parlé de ces fameux quotas qui limitent la possibilité de suivre une carrière de médecin. Mais là, quand on parle de formation, ça veut dire que nous, en France, nous ne savons pas bien former nos médecins. Ça va encore plus loin, là. Alors, compte tenu la qualité de la formation en France, elle est excellente. Je pense que quand même, ouais. C'est l'une des meilleures au monde, au même titre que d'autres pays ultra développés. Et voilà, on peut être centre de référence, même national, mondial, européen, mondial. Donc là-dessus, sur la qualité de la formation, je pense qu'il n'y a pas de souci particulier. La question, c'est la quantité. La première question sur la quantité, c'est qu'on a toujours raisonné en se disant, voilà, on a la capacité de former combien de personnes. On ne part jamais des besoins de la population. La vraie démarche serait de se dire, voilà, on va avoir besoin de combien de médecins, parce qu'il y en a besoin de temps en ce moment, parce que la médecine va évoluer, le progrès va évoluer, les gens vont vieillir, il va y avoir plein de choses, voilà, la société évolue, le climat change, etc. De quoi on va avoir besoin aujourd'hui, de quoi on va avoir besoin dans 5 ans, dans 10 ans, il n'y a aucune prospective là-dessus. Alors qu'il faudrait déjà se dire de quoi on aura besoin, et après comment on s'organise pour les former. Donc c'est planification, là, le terme, là, c'est aussi planification, finalement. Complètement. Et puis de partir des besoins et pas de l'offre. Et puis après, la deuxième chose, c'est effectivement d'avoir les moyens de former. Et le numerus clausus a disparu. Le numerus clausus, c'est un truc qui avait été inventé en se disant que comme il y aurait moins de médecins, on prescrirait moins et que donc les patients coûteraient moins cher à la santé. On voit bien les effets que ça a eu, c'est n'importe quoi. Il faut trouver des enseignants, parce que l'attractivité du métier d'enseignant est un énorme problème aussi. Il faut trouver des terrains de stage et élargir des terrains de stage, parce que apprendre à faire un métier du soin, c'est apprendre dans les livres, mais c'est aussi et surtout apprendre auprès des patients. Donc il y a tout ce travail à faire sur la formation qui est très important. Et encore une fois, comme l'a dit Madame Aurélie Gros, les gens ont envie de faire ces métiers. Bon, et que ce soit Aurélie Gros et Stéphane Pellet qui sont avec nous pour le G500, on vous le rappelle, vous les auditeurs de Sud Radio qui nous écoutez, il y a cette volonté de vous écouter, les professionnels de la santé, pour préparer ce grand rendez-vous en juin 2025 à Lille. Peut-être le même constat sur la formation côté Lauriane Vermoer, c'est-à-dire les infirmières libérales. Là aussi, problématique, planification ou plus complexe encore ? C'est encore plus complexe que ça. Bon, aujourd'hui, l'accès à la formation infirmière, elle se fait par Parcoursup. Quand on a du recul sur Parcoursup, on voit que c'est pas du tout un modèle qui convient. Au niveau de l'accès à la formation. Avant, c'était un concours. Maintenant, c'est sur, en quelque sorte, dossier. On ne sait pas trop comment ça se passe. Et finalement, les gens se retrouvent là, envoient un peu de garage et au final abandonnent parfois vite la formation parce que finalement, c'était pas vraiment ça qu'ils voulaient faire, mais c'était leur 5e, 6e choix dans la liste et qu'ils ont été pris là. Et, vous voulez dire qu'infirmière aujourd'hui ou infirmier, ça peut être un choix par défaut, c'est ça ? Ah oui, parce que sur Parcoursup, vous mettez des vœux, je ne sais plus combien il y en a, je crois jusqu'à 10, et en fait, ça peut être votre 10e choix, alors qu'il y a des gens qui sont peut-être plus motivés. C'est un peu un métier de vocation, vous allez nous le confirmer. Alors, quand on regarde sur les étudiants, effectivement, moi j'ai vu un paquet d'étudiants qui avaient demandé de médecine dans un lycée complet, aucun n'a été pris en médecine et ils étaient envoyés plutôt sur la voie infirmière, etc. Et effectivement, quand on prend ça, par exemple, en pleine figure, quand on est jeune, qu'on a vraiment envie de s'investir dans une étude de médecine, ça peut être pris pour une voie de garage, même s'il y a des ponts, ou un échec, même s'il y a des ponts après pour pouvoir rejoindre la filière médicale. Mais je pense que Parcoursup est un système qui reste pas adapté à la spécificité et non compréhensible, notamment sur les métiers de la santé. Je pense que sur les autres métiers aussi, mais en tout cas sur les métiers de la santé, c'est assez criant. On va peut-être pas être d'accord avec Stéphane Pellet. Arnaud Chiche, quels sont le petit scoop avant qu'on coupe cette belle partie sur la formation? Quelles pourraient être les 2-3 mesures phares qui vont naître à Lille et qui seront portées ensuite? Concrètement, sur la formation, quand sortira-t-on? Écoutez, par exemple, il faudrait par exemple réunir les doyens des facultés de médecine de France pour savoir comment on peut augmenter le nombre de terrains de stage pour former plus de médecins en France. Ça, c'est quelque chose de très concret. Il faut arrêter de dire qu'il faudrait que tout le monde puisse participer à l'effort national de former plus de médecins. Ça, c'est un truc très concret.
Lauriane, elle vous a parlé de Parcoursup qui est un vrai problème. Effectivement, très probablement qu'il faut supprimer Parcoursup pour l'accès aux études infirmières. Puis plutôt, quand vous interrogez les enseignants dans les écoles d'infirmières, ils disent qu'il faudrait probablement plutôt remettre un entretien avant le début de ces études-là, pour éviter qu'il y ait des jeunes qui prennent ces filières-là et qui après se rendent compte que ce n'est pas le bon choix et qui finissent par abandonner, parce qu'on ne risque pas de former des infirmiers si finalement l'aiguillage initial est mauvais. Oui, on ne plaisante pas avec l'insanté tout simplement, donc il faut que ce soit une vraie vocation. Et comme le disait Anne Vernet, on a une population qui vieillit en France. Je pense qu'on a quand même envie encore de soigner tout le monde. Et donc, il faudrait qu'on refasse de la santé publique dans le pays. Et la santé publique, ça voudrait dire d'apporter des moyens en regard des besoins. Et donc, peut-être qu'il faut geler complètement la sélection au concours de médecine quelques années. Parce que quand Stéphane Pelé dit qu'il y a 5, 6, 7 ou 8 millions de Français qui ont des difficultés à avoir un médecin traitant, quand on sait que cet été, par exemple, il y a beaucoup de services d'urgence qui étaient fermés par manque de médecins urgentistes. Il faut ouvrir les vannes, quoi. Il n'y a pas besoin de faire polytechnique pour comprendre que manifestement, on est dans une période de grands besoins. Alors les politiques vous disent tous les ans qu'en fait, c'est long de former des médecins, mais d'un autre côté, le collectif Santé en danger, ça fait des années qu'ils disent qu'on essaye de les inciter à former plus de médecins, ils ne le font pas. Donc les années passent et il faudrait à un moment donné irriguer tout le territoire en étudiants en médecine et en futurs médecins. Vous restez bien là avec nous, c'est passionnant. Les professionnels de santé nous parlent, tout cela dans le cadre de cette belle démarche du G500. Aurélie Gros, Stéphane Pelé qui sont avec nous, les vraies voix citoyennes du lundi. Réflexion pour proposer à nos politiques. Vous êtes au cœur de la réflexion, les auditeurs de Sud Radio. Nous revenons, mais très vite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix citoyennes. Aurélie Gros, Stéphane Pellet. Citoyens, bons patriotes, rejoins le parti sans culot. Citoyens, citoyennes, on vous court. Des citoyens propres dans une ville propre, nos enfants nous regardent. Pour l'honneur, pour servir, pour la gloire, nous avançons. Je suis un citoyen ordinaire. Citoyen, soldat, frère, père. Citoyen. C'est mon devoir de citoyen. Je n'ai qu'une voix. Vous savez que chaque lundi soir sur Sud Radio, les vraies voix citoyennes réfléchissent. Les citoyens sont en pleine réflexion en ce moment. Posez-vous, vous, auditeurs de Sud Radio, écoutez cette émission. Vous êtes au cœur de la réflexion pour améliorer ce fameux système médical à la française qui est en pleine déroute. Évidemment, Aurélie Gros et Stéphane Pelé avec leur G500 sont au cœur de cette... c'est une belle démarche pour réunir les professionnels de santé et réfléchir et proposer aux politiques. Avec nous, 3 professionnels de santé. Arnaud Chiche, président du collectif Santé en danger, Lauriane Vermoer, membre de la coordination nationale des infirmières libérales en colère, et puis le docteur Anne Vernet, présidente du syndicat national des praticiens hospitaliers, anesthésistes et réanimateurs. Tout à l'heure, Stéphane Pelé, vous proposez finalement une réflexion en 3 axes. On a parlé de la formation, parlons maintenant de la fidélisation, parce qu'une fois qu'on y est, effectivement, encore faut-il vouloir y rester. Exactement. Stéphane Pelé, on est bien d'accord. On va peut-être demander tout de suite à Arnaud Chiche que aujourd'hui tout le monde a envie de quitter le navire, non pas par manque de vocation, parce que vous avez tous un corps gros comme ça, mais par dépit, tout simplement. Déjà, quand on parle d'attractivité, de fidéliser, on parle de l'hôpital, mais on parle aussi de la ville. Donc tout ça, c'est pour vous dire que le sujet santé ne peut pas faire l'objet de petites réformes. Il est obligé de l'inclure dans une grande loi de programmation santé qui va vraiment s'intéresser aux acteurs de la ville et aussi s'intéresser aux acteurs des hôpitaux. Précisons, Arnaud Chiche, la ville, pour les auditeurs, la ville, c'est les médecins de ville, les infirmières, enfin bref, voilà, tout le monde ne sait pas ce que ça signifie. Effectivement, bien vu Stéphane Pelé. Oui, continuez Arnaud. Tous les soignants qui ne travaillent pas forcément dans un hôpital ou dans une clinique. Ça veut dire que cette loi de programmation santé, elle devra être capable de décliner des méthodes de fidélisation, d'attractivité pour tous ces différents acteurs, et c'est parfois des profils très hétérogènes. Alors pour vous donner quelques exemples, par exemple, ça fait des années que les médecins généralistes
disent que leur métier, il y a trop d'administratifs dans leur métier. Or, on sait qu'en ce moment, on a plutôt tendance à leur ajouter encore des tâches administratives. Lauriane vous a parlé des infirmières libérales. C'est une profession qui a besoin d'une vraie relance d'attractivité parce que leurs actes n'ont pas été revalorisés depuis des années. Si on parle de l'hôpital, et je ne parlerai pas des médecins hospitaliers, je vais laisser Anne en parler, mais on peut parler des infirmières à l'hôpital par exemple, et ben vous voyez une manière de les fidéliser, c'est de rénover la manière de travailler. Et il y a des idées pour ça. Bernard Jomier, sénateur, a préparé un projet de loi qui va être discuté à l'Assemblée nationale pour augmenter les effectifs, c'est-à-dire faire en sorte qu'il y ait plus de soignants en fonction du nombre de patients, ce qu'on appelle les ratios. Ben ça, cette loi de programmation santé, elle va aussi réaffirmer que les méthodes de travail doivent être différentes. Et pourtant, on imagine qu'il y aura beaucoup de besoins dans les endroits à forte densité de population, mais que c'est souvent dans ces endroits qu'il est le plus difficile de se loger, de se déplacer et de s'organiser, surtout quand on a des horaires comme vous, totalement décalés. Ça gagne combien, Lauriane Vermoer, une infirmière libérale ? Par mois? Alors c'est presque impossible de répondre à cette question parce qu'en fait selon la zone et la patientèle, les chiffres d'affaires varient du tiers au triple en fait. Il y a des gros cabinets qui font énormément de chiffre d'affaires et il y en a d'autres qui en ce moment sont en faillite parce que plus de médecins, donc plus d'ordonnances, donc plus de travail en fait, alors que les gens sont là. Donc une moyenne sur un cabinet, enfin sur les infirmiers libéraux, il y en a une qui existe mathématique. Moi je ne me retrouve pas du tout dedans par exemple. Peut-être on peut dire quand même que en moyenne on gagne un peu plus qu'une infirmière à l'hôpital. Alors moi mon mari travaille à l'hôpital, il est infirmier aussi. Non mais je veux dire en moyenne, c'est ce qui est écrit dans un rapport là qui vient de sortir. C'est très variable. Mais par contre, par exemple, grande différence pour prolonger ce que disait Arnaud Chiche sur les médecins, c'est la paperasserie. Je vais saluer Xavier, infirmier libéral dans le Gard, qui s'occupe de ma maman et qui me dit, avant de partir au boulot pour des fois des patients à 5 heures du matin, il faut encore faire 1 heure de papier, le soir 1 heure encore de papier. C'est aussi ça, non, la cata. Bien vu, Stéphane Paulet. Je remets les pieds dans le plat, pardonnez-moi, mais aujourd'hui, j'imagine pas quelqu'un qui fait ce métier à gagner moins de 2500 € par mois. Et pourtant moi, j'y suis à l'heure actuelle. Voilà. Et je peux vous dire qu'au niveau du taux horaire, parce que c'est difficile, quand on est infirmière libérale, c'est entre 60 et 70 heures semaine. En plus. Et si on ramène ça au taux horaire, des fois plus. Moi, je compte sans les papiers, là. Quand on ramène ça au taux horaire, on est bien en dessous du SMIC au final. Parce que donc la garde d'enfants, etc. Aurélie Gros. Au-delà de ça, pour bien fixer les choses, parce que c'est toujours pareil, quand vous avez un patient qui se trouve à 30 km en montagne, vous allez mettre, je sais pas moi, 1 heure, alors que 30 km sur autoroute, plus les frais d'essence. Combien coûte le déplacement? Alors moi, je vais pas dire le chiffre, mais je le sais, puisque quand vous avez une infirmière à domicile qui intervient et que vous donnez votre carte vitale, vous avez donc quelque chose à payer qui vous est remboursé après derrière avec votre carte bleue, et le chiffre est ridicule. On ne prend pas en compte le nombre de kilomètres que l'infirmière aura fait pour venir vous voir, ou l'infirmier. Pour ça, qu'est-ce que vous préconisez, Lauriane Vermoer, pour les infirmiers, typiquement infirmières? Alors, nous, donc déjà une revalorisation de nos actes, parce que depuis 15 ans, quand même, je pense que c'est pas abusé de demander un petit quelque chose. Deuxièmement, on nous demande d'être présents sur le virage ambulatoire. Ça veut dire que les soins à l'hôpital sont de plus en plus courts. Les gens sortent très rapidement. Et en fait, nous, on demande d'assurer les soins derrière, sauf que les budgets, la Sécu fonctionne avec des enveloppes fermées. Et ces enveloppes fermées sont de plus en plus petites chaque année. Donc, comment apporter plus de soins avec des budgets moins élevés? Donc là-dessus, il y a quand même un énorme progrès à faire. Ensuite, nous, ce qu'on demande, c'est aussi la création d'une consultation infirmière et la possibilité de devenir autonome sur notre rôle propre. Parce qu'aujourd'hui, quand vous êtes en libéral, il vous faut une ordonnance d'un médecin pour faire une toilette à un patient, pour faire un pansement simple à un patient, pour faire de l'éducation et de la prévention à la santé. Il faut 28 visites, etc. C'est terrible. Sinon, vous n'êtes pas rémunéré
rémunérés en fait. Et du coup, déjà, on harcèle les médecins pour avoir des ordonnances, alors que notre décret de compétence prévoit ces choses de manière autonome à l'hôpital, et la Sécu exige ça des libérales. Ça, c'est très concret. Ça, c'est très concret. Voilà quelque chose d'efficace. On ne fait pas, on passe pas par 25 personnes. Stéphane Pelé. Non, mais Anne Vernet peut-être pourrait aussi nous dire, pour prolonger une ou deux mesures auxquelles elle tient, et puis donc on mettra dans cette belle loi de programmation qu'on va écrire ensemble, dans ce domaine de la fidélisation et des conditions de vie et de travail. Anne Vernet du Syndicat national des praticiens hospitaliers, anesthésistes, réanimateurs. Alors, je me permets de rebondir sur ce que Lauriane a dit. Il faut vraiment un équilibre entre la médecine de ville et la médecine hospitalière, parce que effectivement, l'hôpital a tendance à raccourcir les délais, mais à condition que le système en ville suive, et ce n'est pas le cas. Moi, je vais vous parler en même temps de fidélisation et d'attractivité, parce que c'est le même sujet. En fait. Donc, ça nous fera la transition, c'est parfait, allez-y. Simplement, c'est que ceux qui sont déjà là, c'est la dernière génération, et je pense que c'est pareil pour tous les métiers, qui a connu l'hôpital qui allait bien, et le système de santé qui allait bien, mais on est aussi les générations sacrifiées, les médecins hospitaliers, parce qu'on a vu passer plein de mesures qui ont été pour les plus jeunes et qui n'ont pas été pour nous. Mais c'est comme ça. Moi, je vais vous répondre vraiment sur 5 points. Je vais essayer de faire rapidement, mais je vous réponds sur l'attractivité en même temps. C'est sur la permanence des soins, sur le temps de travail, sur la rémunération, sur la gouvernance hospitalière et sur les équipes. Alors, je fais très vite. La permanence des soins, ça veut dire qu'on travaille jusqu'à la fin de notre carrière sur des gardes qui font 24 heures. Ça, c'est insupportable. Et c'est cette pénibilité, parce que ça induit des maladies cardiovasculaires, des cancers, des décès précoces. Vous êtes mobilisé 24 heures non-stop. Ouais. Voilà. Alors déjà, c'est inhumain. Je vais vous dire, c'est antiphysiologique. C'est inhumain. On nous a fait croire il y a 30 ans qu'on était des super-héros, mais là, on se rend compte qu'on n'en est plus et les jeunes ne veulent plus de ça et ils ont raison. Et la pénibilité n'est absolument pas reconnue. Donc, en plus, dans ces métiers à pénibilité, on est censé partir plus tôt. Nous, on a le droit de travailler jusqu'à 75 ans. Voilà. Okay. Deuxième point. Deuxième point, le temps de travail n'est pas reconnu. C'est-à-dire que nous, on a une exigence de travail à notre employeur qui est de 48 heures. On n'est pas aux 35 heures, loin de là. Et en fait, le temps de travail n'est pas décompté de manière horaire. Et donc, en fait, quand les gens sont censés faire 48, ils en font 55 ou 60. C'est un forfait, quoi. C'est un forfait, c'est du travail qui est invisibilisé. Et quand on fait des heures supplémentaires au-delà de ça, en plus, elles sont sous-payées. Elles sont payées en dessous du salaire normal. Donc, il y a un vrai souci de reconnaissance du travail des médecins. Le troisième point ? Je vais avec la rémunération, donc j'enchaîne. Il y a eu des mesures qui ont été faites pour les plus jeunes qui auraient dû décaler tout le monde vers le haut et qui en fait n'ont décalé que les jeunes. Donc en fait, tous les autres se font rattraper. Je voulais parler juste de sujets plus globaux sur les médecins et l'ensemble des équipes. C'est sur la gouvernance. On a depuis la loi HPST une gouvernance en silo, c'est-à-dire que tous les paramédicaux sont gérés par une colonne qui va remonter à la direction. Tous les médecins sont gérés par une autre colonne et ces deux colonnes ne se rencontrent jamais. Ouais, ça ressemble aux gendarmes et aux policiers de l'époque. Par exemple, c'est très français, quoi, aux montagnes. Voilà. Et ça déstructure les équipes. Et en plus, on a vraiment, et je pense que quand on aura détruit les équipes, on aura complètement détruit l'hôpital. Une équipe, c'est effectivement pluriprofessionnel, pluridisciplinaire. Et c'est des gens qui sont stables et qui sont là longtemps, et qui font des projets de service, qui vont apprendre à se connaître, à travailler ensemble, avoir des projets, à prendre du temps pour discuter des dossiers ensemble. Et que si on casse ça en mettant des gens qui sont intérimaires ou qui vont rester quelques jours ou quelques années sans investissement pour un service, c'est la mort de l'équipe, c'est la mort des Ça ne marche pas, voilà, ça c'est pragmatique. Et le cinquième point, parce qu'on va passer à la suite dans un instant, mais le cinquième point. Et je termine, et je veux dire, à chaque fois que le patient il saute d'une personne à une autre ou d'une qualification à une autre, il y a une perte de chance. Ouais. Donc, bon, c'est très clair, c'est très concret. Restez avec nous. Il y a une quatrième partie. Vous savez qu'on est séquencé. Voilà. Donc Stéphane Pelé, Aurélie Gros, le G500 et leur quatrième carton à venir avec nos 3 professionnels de la santé qui vous donnent concrètement des solutions. C'est pragmatique, c'est efficace. Et aussi rendez-vous. C'est sur Sud Radio. Rendez-vous le 9 novembre. Mais ça on va le dire après, Stéphane. Allez, on revient très vite. Sud Radio, votre avis fait la différence. Merci à vous pour la qualité des débats et le pluralisme que vous apportez qui fait un bien fou à notre démocratie. Sud Radio, parlons vrai.
Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix citoyennes, Aurélie Gros, Stéphane Pellet. Ils sont avec nous, Aurélie Gros et Stéphane Pellet, pour nous rappeler toutes ces belles démarches du G500, avec notamment au mois de juin prochain 2025 à Lille et sa région accueilleront le G500, le sommet citoyen. Mais avant, Aurélie Gros, et c'est le cœur de notre émission, nous avons les professionnels de la santé qui nous éclairent, qui nous proposent des choses pour faire avancer ce mammouth qu'est aujourd'hui le système de santé en France. Alors, le premier rendez-vous estampillé G500, Aurélie Gros. Alors, c'est le 9 novembre 2024, donc dans quelques jours, donc la grande étape santé, où nous écrirons avec un grand nombre de professionnels de santé de tous les champs, évidemment, une loi de programmation santé, puisque apparemment la valse des ministres ne permet pas depuis des années, comme le dit Arnaud Chiche. Alors, je précise que cette réunion se déroulera de 16h à 22h à Grand-Seine-à-Lille et est co-organisée et même pilotée par le collectif Santé en danger, qui est natif quand même de la région Hauts-de-France, et beaucoup de professionnels seront là-bas, et Arnaud nous régalera de plein d'articles différents. Vous parlez d'Arnaud Chiche, évidemment. Chiche. Mais il est chiche de faire une loi. Oui, vous faites le poids là-dessus, effectivement. Il fait le poids. Alors, le docteur Arnaud Chiche, président du collectif Santé en danger et anesthésiste réanimateur à Hénin-Beaumont, précisons, Hénin-Beaumont. Voilà. Arnaud Chiche, vous allez proposer quoi? Allez, une mesure. On a déjà dit plein de choses, mais la mesure phare que vous proposerez à cette occasion. Écoutez, moi, vous savez, ça fait 4 ans qu'on investigue sur les sujets santé avec les professionnels, avec les syndicats, parce qu'il faut bien expliquer que un texte comme ça ne peut se faire que en interaction étroite avec tous les collectifs, les associations, les syndicats qui sont les représentants officiels. Moi, je suis persuadé qu'on vit vraiment une grande crise démographique. Alors évidemment, une fois que les professionnels sont là, et ceux qui sont déjà là, encore là, il faut les faire rester. Donc il faut une politique d'attractivité et de fidélisation. Mais je suis intimement persuadé que si on ne trouve pas des axes pour augmenter, faciliter, vraiment être très disruptif dans le nombre de soignants formés, on n'y arrivera pas. Et donc c'est pour ça que j'attends de cette loi-là un grand volet formation, parce que sans ce volet-là, ça ne marchera pas. Bon, ça sera votre proposition, mais vous aurez évidemment plein d'autres choses. On vous fait confiance et on vous connaît, Arnaud Chiche. Lauriane Vermoer, qui est membre de la coordination nationale des infirmières libérales en colère, vous proposerez quoi comme mesure phare? Alors, je ne pense pas qu'on puisse vous entendre. Avec un micro. Voilà. Est-ce qu'on entend Lauriane Vermoer? Vous m'entendez? Parfait. Voilà. N'auriez-vous pas appuyé sur votre micro? Phare, ça serait la création de la consultation infirmière pour qu'on puisse enfin exercer notre art, qui est tout ce qui est notre rôle propre, la prévention, l'éducation. Et voilà, tout ce qui est prévu dans notre décret de compétences. Une émission concrète et pragmatique, je le disais. Alors, la proposition du docteur Anne Vernet, présidente du syndicat national des praticiens hospitaliers, anesthésistes, réanimateurs. Oui, alors s'il y a une mesure phare, en fait, ça va être quelque chose de très, très général. Mais je vais vous dire, il y a un truc qui a marché il y a 4 ans. Ça a été l'hôpital pendant le Covid. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé pendant le Covid? Tout le monde s'est trouvé dépassé, sauf les professionnels de santé. Les professionnels de santé ont complètement réinventé l'hôpital. Donc, on a complètement réinventé les circuits, les services, les réseaux, qui choisissait, qui décidait, etc. Ça a super bien marché. Et pourquoi ça a marché? Parce que c'est ceux qui avaient l'outil de travail, c'était les petites mains, qui savaient ce qu'il fallait faire. Et donc, la mesure phare, c'est de laisser la main à ceux qui ont l'outil de travail et pas à des décideurs qui n'ont jamais vu un patient, qui n'ont jamais soigné un patient. Et c'est pour ça que la loi de programmation santé proposée par le collectif Santé en danger et le G500, elle est intéressante parce que tout vient du terrain et des gens qui savent comment on fait pour s'occuper des patients. Et comment on fait pour travailler en équipe et comment on fait pour travailler ensemble. Alors, on entend bien, c'est-à-dire que pourquoi, lors du Covid, vous avez pu prendre la main? Parce que ceux qui l'ont habituellement avaient d'autres choses à faire ou n'étaient pas présents sur le terrain? C'est qu'on comprenne bien. En fait, alors, on a même des tutelles qui nous ont dit qu'ils ont été complètement paralysés. On leur a dit, heureusement que nous, on n'était pas paralysés, sinon il y aurait eu encore plus de morts. C'est-à-dire que nous, on s'est retrouvés dans une situation en quelques jours où il a fallu organiser, pour ma spécialité, par exemple, des nouvelles réanimations, des circuits de patients pour que les Covid et les pas Covid se croisent pas. Je vous rappelle qu'on n'avait pas de vaccin à l'époque. Oui, bien sûr. On mourait, y compris les soignants.
Et que donc, on a fait des propositions. Alors, on faisait des réunions toute la journée. Donc, pendant une semaine, on a fait des réunions toute la journée. Et comment on fait? Et comment on peut faire? Alors, moi, je vois avec les infirmiers anesthésistes, puis je travaille en maternité, donc je vais voir avec les sages-femmes, je vais voir avec les gynécos. Et puis, on fait ça. Et puis, non, ça va pas. Ah ben, on va appeler la clinique. Est-ce que la clinique peut nous aider? Oui, la clinique peut nous aider. Donc, c'était pas des visios, c'était des conférences téléphoniques à l'époque. Et puis, le soir, on se dit, voilà, on a à peu près un truc bien. On va voir l'équipe d'hygiène. L'équipe d'hygiène, ah non, là, ça va pas. Oui. Là, il y a un truc qui va pas. Et on recommence. Et on recommençait comme ça. C'est ce qu'on appelle avancer concrètement avec les professionnels. C'est terrible parce qu'elles sont là, les solutions. Alors, Stéphane Pelé, vous allez conclure. Là, ce moment d'antenne était vraiment passionnant parce qu'on a l'impression qu'on va en sortir. Plus de 45 minutes, on n'a pas tout couvert. Et non, donc, comment va-t-on faire? Donc, avec la complicité, encore une fois, on l'a dit, du collectif Santé en danger, de toutes ces organisations, donc sous la houlette, on l'a dit, d'Aurélie Gros, de Arnaud Chiche. Qu'est-ce qu'on va faire? Cette méthode, c'est que déjà, depuis des mois, on travaille. Depuis des mois, toutes ces organisations ont trouvé des idées. Le 9, là, c'est donc tout de suite samedi, 9 novembre. de 16h à 22h. Comment on fait? Toutes les fiches vont être montrées, tout va être projeté. Ça va être un grand amphi des professionnels, à la fois du droit, mais des aspects législatifs et aussi budgétaires. C'est un plan qui est totalement financé, entre guillemets. C'est un plan sur 5 ans à pratiquement 10 milliards d'euros, mais c'est ça que coûte la santé. Et il faut savoir que d'ailleurs le gouvernement actuel vient de supprimer plutôt 2 milliards dans le PLFSS. C'est son espoir en tous les cas de finir à moins 2 milliards par rapport à 2024, en 2025. Et puis tout ça, nos présidents et nos présidentes, donc Aurélie Gros, Arnaud Chiche, etc., vont aller le porter aux décideurs. Le patron de la sécurité sociale, les patrons des groupes parlementaires, les ministres, tout ça jusqu'au mois de juin. Oui. Et au mois de juin, on espère bien avoir des parlementaires, tous ces syndicats, toutes ces associations, tous ces collectifs qui vont adopter ensemble cette grande loi d'orientation. Et bien sûr, on suivra ça sur Sud Radio. Le Parlement. C'était parfait, merci. C'était tellement une vaste. Production Sud Radio, d'ailleurs, qui est partenaire du G500 Sommet avec Stéphane Pelé. Monsieur Brindel vient à Lille en juin 2025. Moi, j'adore aller à Lille. Merci à tous les professionnels de santé qui étaient là, qui nous ont proposé. C'est concret, c'est concret. Il faut juste arrêter avec la bêtise administrative. J'ai l'impression. C'est ma conclusion. Merci tout de suite François Trio. Les rugbymen sont là lundi soir. Merci d'avoir passé ce moment avec nous sur Sud Radio.